Je vous remercie à tous pour votre ponctualité. Donc, pour moi, c'est une première aujourd'hui que d'animer un webinaire et j'ai la chance de le faire dans le cadre de l'association Le Lab CPM. Donc, je remercie Grégory et Marie qui seront mes assistants du jour sur la partie chat et qui sont donc également membres du Lab CPM. L'objectif, c'est que je vous présente un certain nombre de choses pendant une trentaine de minutes et puis qu'après, on puisse avoir un temps d'échange, de questionnement, de retour d'expérience. En sachant que l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas de vous apporter ni des solutions, ni des réponses, ni des techniques, c'est plutôt de pouvoir alimenter votre réflexion avec un certain nombre de petites graines que je vais semer dans votre esprit tout au long de cette intervention. Avant de commencer, en quelques mots, le Lab CPM, qui sommes-nous? On est une association donc, de coachs et de préparateurs mentaux. L'objectif de notre association, c'est d'avoir un lieu de réflexion, d'échange, de partage d'expériences. On a tous été formés en diplôme universitaire. On vient d'univers très différents. On a des parcours professionnels très différents, donc on a forcément des approches qui sont différentes et qui sont complémentaires. Certains sont vraiment orientés uniquement sport, d'autres sont sport et entreprise, et certains, comme moi, sont uniquement entreprise. On a la chance d'être situé dans presque toute la France, un certain nombre de régions qui sont représentées, et même une ouverture à l'international avec le Luxembourg. En ce qui me concerne, Nathalie Gallois, donc la plupart d'entre vous me connaissez. Donc moi, je fais de l'accompagnement individuel et collectif, essentiellement dans le milieu agricole et viticole au sens large, c'est-à-dire les exploitants, mais également toutes les organisations qui vont graviter dans le milieu agricole et viticole. Je travaille aussi avec des chefs d'entreprise, des étudiants. Donc, accompagnement individuel, accompagnement collectif avec tout ce qui va être cohésion d'équipe et également, j'ai un axe formation. Aujourd'hui, je vous propose au programme de ce webinaire un peu d'histoire. Pourquoi un peu d'histoire? Parce qu'il est quand même important de resituer un petit peu dans le contexte, en fait, qu'est-ce qui fait que finalement la partie émotion, elle est restée à la porte de l'entreprise pendant de nombreuses années, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça y est, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans le milieu de l'entreprise. On verra ensuite comment on peut développer sa compétence émotionnelle en tant que manager, et à partir de là, comment on va pouvoir prendre en considération les émotions de nos collaborateurs. Et on terminera par une touche de collectif avec le management des émotions collectives. Alors, si on repart un peu en arrière, je vais dire qu'on repart au XVIIe siècle avec René Descartes, philosophe, qui, comme de nombreux philosophes, séparait la raison et l'émotion et postulait de la domination de la raison sur l'émotion. Jusqu'à encore peu, la notion d'intelligence, elle était uniquement associée à notre capacité de raisonner, de calculer, d'élaborer des raisonnements abstraits, et tout ça détaché de toute influence émotionnelle. Dans les années 80, c'est les neurosciences qui vont venir bousculer ce paradigme. Alors, entre autres, avec Antonio Damasio, donc, qui était un neurobiologiste portugais, qui, lui, va montrer finalement que cette séparation entre la raison et l'émotion, elle est scientifiquement infondée. Donc, il va étudier un certain nombre d'individus. Le plus connu, vous avez peut-être déjà, le nom va peut-être vous parler, Phineas Gage, qui était contremaître des chemins de fer américains et qui a eu la boîte crânienne traversée par une barre de fer, avec donc le cerveau fortement endommagé. Donc, c'est souvent l'exemple qui est donné quand on parle des travaux d'Antonio Damasio. Donc, en fait, il a étudié un certain nombre d'individus qui avaient perdu l'usage d'une partie de leur cerveau suite à un accident et qui avaient donc perdu certaines émotions. Et Damasio, il a montré qu'en fait, ces personnes-là ne parvenaient plus à faire un usage raisonné de leur faculté de raisonnement ou de décision.
Et en fait, il a mis au jour le lien étroit qui unit raison et émotion. Et donc, il a rendu complètement obsolète l'idée selon laquelle, donc idée qui avait quand même perduré pendant longtemps, selon laquelle, pour pouvoir agir rationnellement, il va falloir faire taire ses émotions. Ensuite, on a Howard Gardner, donc dans les années début 80, qui lui va introduire l'idée de quotient émotionnel en disant on base beaucoup de choses sur le quotient intellectuel. Néanmoins, ce quotient intellectuel, il ne parvient pas à expliquer pleinement les capacités cognitives des individus. Donc lui, il va introduire l'idée d'intelligence multiple. Dans les intelligences multiples, il va entre autres parler d'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire la capacité qu'on a de comprendre les intentions, les motivations, les désirs des autres. Et il va également parler d'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir de se comprendre soi-même, d'apprécier ses sentiments, ses peurs et ses motivations. Et c'est Daniel Goleman qui va, lui, vulgariser le concept de l'intelligence émotionnelle. Daniel Goleman, psychologue américain. Pour Goleman, l'intelligence émotionnelle, ça va être la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions et celles d'autrui. Et lui, il va publier dans certaines revues business en soulignant l'importance de l'intelligence émotionnelle dans la réussite du leadership. Et en s'appuyant sur plusieurs études, il va démontrer que l'intelligence émotionnelle, c'est un facteur distinctif entre les grands leaders et les leaders moyens. Donc concrètement, dans l'entreprise, on est longtemps resté sur l'idée de distinction entre la raison et l'émotion liée finalement à toute cette histoire, toujours attachée aux valeurs de Descartes et des philosophes de cette époque, et en rajoutant même la notion que finalement ces émotions, elles pouvaient être un frein à l'efficacité professionnelle. Quand on parle d'émotions, de quoi on va parler? En fait, nos émotions, elles sont automatiques, c'est-à-dire qu'elles vont se déclencher sans qu'on les conscientise. C'est inconscient. Attention, les émotions, ce ne sont pas des réflexes. Parce que si on les considérait comme des réflexes, ça reviendrait à dire qu'elles sont la réponse unique à un stimulus externe, à un contexte donné, à une situation, un événement vécu. Or, ce n'est pas le cas. Une émotion, ça va être une réponse physiologique à deux facteurs. Le premier, ça va être un stimulus, alors stimulus externe, une situation, ou un stimulus interne, une pensée. Ce stimulus, il va venir rencontrer nos besoins, nos motivations profondes, nos valeurs, nos préoccupations, nos intérêts. C'est ce qui explique que tous les individus ne vont pas vivre les mêmes émotions dans une même situation. On prend tout bonnement l'exemple de la fête foraine des manèges à sensations. Vous allez mettre deux individus qui vont vivre le même moment. Néanmoins, en termes d'émotions, ils vont vivre des choses complètement différentes. Donc, même stimulus ne déclenche pas la même émotion. Ça ne va pas non plus déclencher les mêmes émotions en fonction des moments de notre vie, puisqu'en termes de besoins, de motivation, d'intérêt, on ne sera pas forcément sur les mêmes choses. Nos émotions, donc on a dit, c'est des réponses physiologiques qui vont avoir quand même pour but, et ça c'est un élément très important, de nous adapter à notre environnement. C'est-à-dire que par exemple, face à une menace, grâce à l'émotion de peur, on va s'adapter, soit courir, soit attaquer, soit se cacher. Notre corps va avoir une réponse physiologique qui va nous permettre ça, c'est-à-dire qu'on va sécréter de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol. Notre rythme cardiaque va s'accélérer, notre respiration va également s'accélérer, nos pupilles vont se dilater, donc il va y avoir un certain nombre cette réponse physiologique, tous ces éléments vont nous permettre d'avoir un comportement adapté à la situation. On va aussi avoir des choses de l'ordre de l'expression motrice, donc une tendance à l'action, et parfois même la verbalisation du ressenti. L'émotion, elle n'est pas négative ou positive. L'émotion, elle est neutre,
Par contre, elle peut être à ressenti agréable ou à ressenti désagréable. Il existe différentes typologies d'émotions. Moi, j'ai choisi de vous présenter la liste d'émotions de base d'Ekman. Donc la surprise, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la joie. Ça, c'est les émotions de base. Derrière, on va avoir des émotions complexes. Les émotions complexes, ça va être un peu la palette du peintre. On va mélanger plusieurs émotions de base. Si je prends par exemple la jalousie, ça va être un cocktail de peur et de colère. Donc nos émotions, elles vont nous servir à communiquer quelque chose à nous-mêmes, mais également aux autres. Je prends un exemple. Donc, moi, je suis en Champagne, vous le voyez à mon fond d'écran. Dans quelques semaines, on va parler vendange, ce qui est une période très importante dans notre région. On peut avoir des vignerons qui, à quelques jours, quelques semaines du démarrage de la vendange, chez qui il va manquer du personnel, il va y avoir certaines installations qui ne sont pas complètement prêtes. À ce moment-là, le vigneron, il peut ressentir de la peur. Néanmoins, c'est cette peur qui va lui permettre d'aller puiser dans ses réserves d'énergie pour relever son challenge. Dans le monde de l'entreprise, vous pouvez attendre des chiffres de la part d'un collègue pour les présenter en comité de direction. Votre collègue ne vous a pas donné les chiffres, vous ressentez de la colère, c'est cette colère qui va vous pousser à aller voir votre collègue. Ce qui ne vous empêchera pas de vous exprimer de manière calme, mais la colère vous aura poussé à l'action. Donc, une fois qu'on a compris ce qu'était une émotion, en tant que manager, ce qui va maintenant être intéressant, c'est de voir comment je vais développer cette compétence émotionnelle. Je dirais que la première marche vers un management émotionnel, donc c'est la compréhension de nos propres mécanismes à nous émotionnels. Comment je vais vivre mes émotions, comment elles vont faire partie intégrante de moi sans les étouffer ou sans les nier. Identifier ces émotions, ça va être les reconnaître en termes de ressenti. Donc ça peut être des ressentis physiques, en termes de discours interne, quelles sont les petites phrases qui tournent dans ma tête, le comportement, mais également la concentration. Nos émotions, on peut les nommer, on peut identifier ce qu'on ressent. On a dit tout à l'heure, c'est agréable, c'est désagréable. On peut les associer à un niveau faible ou à un niveau haut d'énergie. Donc, on a dit comment elles se traduisent. Sur le fait de les nommer, il y a une étude de l'Université de Californie qui indique qu'en fait, nommer l'émotion, ça va déjà contribuer à diminuer l'activation physiologique qui lui est associée. En fait, dans cette étude, il y a un IRM fonctionnel qui mesure en direct l'activité cérébrale des participants. Donc, les participants qui nomment, qui mettent des mots sur leurs émotions, ils vont avoir une diminution de l'activation des zones cérébrales qui sont liées aux émotions. Les zones cérébrales liées aux émotions, c'est le système limbique, l'amygdale. Ce qui veut donc dire que déjà, quand on nomme, on va venir, on en parlera après, mais réguler. Donc, premier petit tips, on peut s'arrêter parfois dans la journée et prendre quelques instants pour nommer notre état intérieur, météo du jour, quoi. À ce moment-là, dans quelle émotion je suis, qu'est-ce que je ressens physiquement, quel est mon discours interne, comment je me comporte. Plus on va travailler cette météo interne, plus on aura de facilité à identifier nos émotions. Derrière, il y a une notion en préparation mentale, on parle toujours derrière de notion d'entraînement mental. Donc, prendre le temps de nommer notre état intérieur. Une fois qu'on a identifié nos émotions, on va chercher à comprendre quels sont les mécanismes et les réactions qui sont derrière nos émotions. Qui dit émotion dit derrière un besoin. Quel est le besoin qui va se cacher derrière nos émotions? Par exemple, j'ai repris 4 des émotions de base d'Ekman. Par exemple, la colère. La colère, derrière, ça peut être un besoin de respect, de considération, d'écoute,
de réparation, de justice. La peur va renvoyer un besoin de sécurité, de protection, d'aide. La joie, elle, va renvoyer un besoin de partage. La tristesse, ça peut être un besoin de retrait, besoin de s'isoler, ou inversement, un besoin de réconfort, un besoin d'être accompagné par l'entourage, un besoin d'acceptation. Tout à l'heure, je vous disais, l'émotion est neutre, le ressenti est agréable ou désagréable. Si mon besoin est satisfait, le ressenti est agréable. Si mon besoin n'est pas satisfait, le ressenti va être désagréable. Je pense que tout le monde connaît la pyramide des besoins selon Maslow. Là, j'ai fait le choix de vous présenter une autre représentation de nos besoins, parce que tout à l'heure, on parlera communication non violente, et Marshall Rosenberg lui dit, il n'y a pas, on retire cette notion de classification. C'est quelque chose qui a été quand même un peu discuté. Est-ce que vraiment on peut classifier les besoins? Donc, moi, j'ai choisi de vous présenter nos besoins sous cette forme-là. Donc, on retrouve quand même l'idée de Maslow, avec la survie, la sécurité, tout ce qui va être de l'ordre de l'affectif, du social, la stimulation, le sens, l'autonomie, l'estime et la reconnaissance. Donc, derrière chaque émotion, quel est le besoin qu'on va chercher à nourrir? Donc, on a identifié nos émotions. On a compris derrière ce qui se passait, quel besoin. L'étape suivante, ça va être la régulation de nos émotions, donc en fonction du contexte, de nos objectifs et de nos besoins. Réguler nos émotions, c'est les accepter déjà. C'est faire preuve d'indulgence envers soi-même. Alors, ça peut être, par exemple, d'utiliser des exercices de pleine conscience, des exercices de méditation, travailler sa concentration sur sa respiration, sur ses sensations corporelles, l'observation de soi en finesse. L'écriture aussi. L'écriture est une pratique qui va permettre de prendre du recul par rapport aux émotions. Ça contribue aussi, l'écriture, à la vidange émotionnelle. On pose les choses et on libère une place dans notre cerveau. Donc, j'ai identifié, je suis capable de parler de ressenti, je suis capable de parler de discours interne, je vois derrière quels sont les besoins qui se cachent derrière ces émotions. J'apprends à réguler avec des pratiques de pleine conscience, de méditation, de respiration, d'écriture. Je vais pouvoir maintenant les exprimer, les émotions, et les exprimer d'une manière adaptée au contexte. Exprimer ces émotions d'une manière adaptée au contexte, ça peut parfois vouloir dire aussi ne pas les exprimer à l'instant où on aura envie de les exprimer. C'est savoir aussi parfois différer l'expression des émotions. Pour ça, on va aller faire un petit tour dans la savane. Je vais vous parler du paradigme du chacal et de la girafe. Donc, Marshall Rosenberg, qui est psychologue américain, donc qui est connu pour ses travaux sur la communication non violente, il symbolise les deux canaux de communication humains par deux animaux que sont la girafe et le chacal. Selon les situations, selon notre état du moment, on va utiliser l'un ou l'autre de ces canaux. On va plus souvent utiliser le mode de communication chacal, mode de communication qui va être basé sur des jugements, sur des interprétations, sur des impressions, sur des exigences, des ordres qui vont être plus ou moins directs. C'est un style de communication qui est rapide, on répond du tac au tac. Et mon but, quand je communique en mode chacal, c'est d'exercer un pouvoir sur l'autre, montrer que j'ai raison, ou vouloir le convaincre, que c'est moi qui ai la bonne réponse. L'autre mode de communication, c'est le mode de communication girafe. Lui, il va se caractériser par des observations. On est dans le factuel. L'expression des sentiments, des besoins, exprimer ma demande. Quand je suis en mode girafe, ma communication, elle est ralentie, elle est consciente. Et je vais, là où en mode chacal, je vais chercher le pouvoir, en mode girafe, je vais chercher la coopération avec l'autre. Donc, en résumé, l'intention de la girafe et donc l'intention de la communication non violente, ça va être la qualité de la relation. Ce qui signifie accepter de lâcher le résultat. Le chacal, c'est qui a tort, qui a raison. Je veux corriger l'autre et je veux que l'autre aille dans le même sens que moi. La girafe, la communication non violente, je vais être
dans la recherche de la qualité de la relation. On a parlé sentiments, besoins. Donc, dans le mode girafe, on va parler de ce qu'on ressent. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on ressent quelque chose derrière, il y a un besoin. Donc, la communication non violente, elle va nous inviter à accueillir nos émotions parce que c'est ce qui va nous indiquer derrière quel est notre besoin. Quand sur votre tableau de bord en voiture, il y a un voyant rouge qui clignote, continuez pas à rouler normalement. Vous allez vous arrêter et vous allez chercher quel est le besoin de la voiture. C'est un petit truc d'essence qui clignote en rouge, vous allez répondre aux besoins. Nous, c'est un peu pareil. Hein. Quand ça clignote, quel est le besoin derrière? Parfois, la difficulté quand on va vouloir expérimenter la communication non violente, ça va être finalement de faire porter à l'autre la responsabilité de mes émotions. Plutôt que de se rappeler que je suis responsable de ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est l'indicateur de mes besoins, et finalement, l'autre, il n'est que le déclencheur. Marshall Rosenberg, donc je vous disais, lui, il pense à l'inverse de Maslow, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les besoins. Je vous mets juste, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, son ouvrage que je vous conseille. Donc, selon Rosenberg, tous les êtres, ce qui va réunir tous les êtres humains, c'est qu'ils vont partager les mêmes besoins, qui sont immatériels. Les conflits qu'on peut rencontrer en fait avec les autres, ils vont souvent se situer plutôt au niveau des stratégies, des moyens, mais jamais au niveau des besoins. Alors, dans le langage courant, on utilise souvent le mot besoin aussi bien pour exprimer nos besoins que pour exprimer nos stratégies. Si je vous donne un exemple, si vous dites à un de vos collaborateurs « j'ai besoin de te parler », c'est une stratégie. Derrière, le besoin, ça va être soit un besoin d'écoute, un besoin de compréhension, un besoin d'appartenance à un groupe. Donc, la communication non violente, elle nous rappelle bien toujours que les besoins, ils sont 100% chez moi. Donc, quand on parle communication non violente, on parle de méthode OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Ça, on peut l'utiliser à la fois pour nous, pour mieux se connaître, pour comprendre ce qui se passe en nous dans une situation, mais également pour éventuellement se préparer à une situation de communication avec un collaborateur qui peut être difficile. Avant de rentrer dans le détail de la méthode OSBD, en communication non violente, on nous dit que c'est l'intention qui est primordiale. Par exemple, si je dis à mon collègue, on s'était mis d'accord sur le fait que tu devais me rendre le dossier à midi, il est 15h, j'ai toujours rien. Derrière, je peux avoir deux intentions. La première, ça peut être d'exprimer à l'autre mon énervement et pour lui montrer qu'il a tort, ou de partager que cette situation, pour moi, elle est stressante, j'ai besoin du dossier, et de trouver une solution pour que cette situation ne se reproduise pas à l'avenir. Donc, on est sur deux intentions qui sont bien différentes. Donc, si on refait le parallèle avec notre girafe et notre chacal, c'est vraiment à chaque fois de nous demander est-ce que je veux me mettre en mode chacal et exercer mon pouvoir sur l'autre, ou est-ce que je veux me mettre en mode girafe et privilégier la qualité de la relation, la coopération. Ça veut dire aussi que si je l'applique à moi-même, ça veut dire se connecter avec ce qui se passe en moi plutôt que de juger ce qui se passe en moi. Donc, une fois que j'ai vérifié mon intention, c'est-à-dire privilégier la qualité de la relation à mon envie de montrer que j'ai raison et l'autre a tort, je vais pouvoir rentrer dans les différentes étapes. Donc, la première, c'est l'observation. Que s'est-il passé factuellement? Les faits. Exemple, plutôt que de dire à un collègue tu participes jamais aux réunions, peut-être que ça va être je vois que tu étais absent aux 3 dernières réunions. Je dirais de toute façon attention au jamais et au toujours. Derrière cette observation, quel est le sentiment? Qu'est-ce que je ressens? Rappelez-vous, même situation, on est deux dans la salle, on peut vivre la même situation, on peut avoir des émotions différentes. Donc, à un moment donné, moi, je vais exprimer ce que je ressens, quelle est mon émotion. Donc,
Concrètement, voilà, par exemple, si je reprends l'exemple du collègue qui n'était pas présent aux 3 dernières réunions, je me sens préoccupée parce que ton absence peut affecter la productivité de l'équipe. Donc, la préoccupation, ce sentiment de préoccupation, il m'appartient. Derrière, quel est le besoin qui se cache derrière ce sentiment? Qu'est-ce qui fait que je me sens à ce moment-là préoccupée? J'ai besoin d'avoir confiance en mes collaborateurs, de pouvoir compter sur leur engagement au quotidien dans le travail d'équipe. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir formuler, exprimer une demande claire, précise. Là, par exemple, ça peut être de dire, de demander aux collaborateurs d'assister aux réunions prévues. S'il est dans l'incapacité de le faire, qui me préviennent de manière à ce qu'on définisse ensemble, soit revoir le calendrier, soit prévoir des moments d'échange en amont ou après pour identifier éventuellement des points sur lesquels on doit avancer collectivement. La mise en place de ce mode de communication, ça peut prendre du temps parce que derrière, ça va nécessiter de déconstruire en fait notre mode chacal qui est bien ancré. Et on va s'appliquer aussi la communication non violente à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand je dis ça, ça veut dire parfois, dans certaines situations, on va être en mode chacal, on n'aura pas pris le mode girafe. Et là, on ne va pas aller s'infliger, on ne va pas s'auto-flageller, c'est juste ou se dire je suis nulle et ça ne marche pas, c'est juste se dire ok, peut-être que ce moment-là, je n'étais pas prêt, néanmoins, je réessayerai dans une autre situation. Donc, accepter que on peut mettre un certain temps à changer, à passer du mode chacal au mode girafe. Donc, on a vu comment développer notre compétence émotionnelle de manager en identifiant nos émotions, en comprenant derrière les besoins qui se cachent derrière nos émotions, en régulant et en exprimant. Dans une équipe, si le manager a tendance à vouloir contrôler ses émotions, à donner l'image du manager inébranlable, sans faille, sans problème, il va renvoyer l'image que tout va bien et ça peut aussi empêcher les collaborateurs de partager leurs émotions. Donc, quelque part, le manager, en ouvrant aussi, en s'ouvrant lui et en verbalisant ses ressentis, il va naturellement offrir l'opportunité à ses collaborateurs de le faire. Donc, la partie suivante, c'est comment je vais prendre en considération les émotions de mes collaborateurs. Première chose, en développant l'empathie. Donc, l'empathie, c'est de la capacité à ressentir en nous ce que mon collaborateur ressent. L'empathie ne se décrète pas, ça se développe. On cultive son empathie et ça demande de l'engagement. Parfois, notre premier réflexe, ça va être de porter un jugement. Des fois hâtif, des fois déformé sur l'autre. À partir de ce moment-là, on risque d'adopter une attitude qui ne sera pas la meilleure. Donc, pour déconstruire cet automatisme, ça va être s'intéresser sincèrement aux collaborateurs. S'intéresser sincèrement aux collaborateurs, ça veut dire demander aux collaborateurs comment il vit telle ou telle situation, comment il se sent, comment il va. Discuter motivation, qu'est-ce qui le motive, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut développer. Bien évidemment, on pose les questions, mais c'est aussi d'écouter les réponses. On parlera d'écoute active. C'est aussi aiguiser notre sens de l'observation. On parle souvent de communication non verbale, la gestuelle, les expressions, qu'est-ce que le collaborateur il va chercher à nous dire. Plus on va renforcer notre capacité à observer, plus on aura de chances d'entamer une discussion en adoptant un ton et une posture juste. On donnera aussi confiance à notre interlocuteur. C'est intéressant de faire un scan rapide de l'état extérieur avant de nous intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il y a, nous, la manière dont on va questionner le collaborateur et il y a la manière dont on va l'écouter. On a tous connu les discussions animées, le désaccord où on va se couper la parole et finalement, on ne va pas laisser la place à chacun pour s'exprimer. On connaît tous aussi le moment où on va poser une question à un collaborateur et quand il répond, on est en train de penser à ce qu'on va faire le week-end prochain, à la réunion de tout à l'heure qui n'est pas prête, au rendez-vous avec le client, etc. Donc, l'écoute active, ça va être vraiment faire l'effort d'écouter pleinement l'autre.
Donc, le laisser s'exprimer sans l'interrompre et être connecté complètement à ce qu'il va me dire. Donc, ça va aussi passer par la posture physique, une posture physique engagée dans l'écoute, en soutenant le regard, en étant pleinement face à la personne et pas, par exemple, en train de regarder le SMS qui vient d'arriver sur notre téléphone. Par rapport aux questions, j'oublie aussi de parler des questions ouvertes. Parce que quand on va être sur des questions fermées, on va avoir du oui, du non. Est-ce que le rendez-vous avec Monsieur X s'est bien passé? Oui, c'est bien passé. Non, ça s'est mal passé. Tu me racontes le rendez-vous avec Monsieur X? On va ouvrir la possibilité de rentrer dans une discussion plus profonde. Savoir aussi écouter les silences. Les silences, ça peut être une invitation soit à re-questionner, ça peut être aussi une invitation à la reformulation. Quand je vais reformuler les propos de mon collaborateur, déjà, moi, je m'assure d'avoir compris ce qu'il vient de m'expliquer, et puis je lui montre que je le comprends. Et en reformulant, je vais lui renvoyer aussi ce qu'il vient, lui, de me dire. Donc, le fait de recevoir les propos qui vient d'exprimer, ça va le faire avancer dans sa propre réflexion. Donc, privilégier le questionnement et l'écoute. Ça veut dire aussi laisser verbaliser les émotions. C'est ce qui va permettre aux collaborateurs de gérer la charge émotionnelle. Si je prends par exemple une situation de changement dans une entreprise, la mise en place d'un outil informatique, d'un nouvel outil informatique dans une entreprise, il y a des collaborateurs qui vont être contents, il y en a qui vont avoir peur, il y en a qui vont être en colère. Si on laisse exprimer les émotions, nous, derrière manager, on va comprendre quel est le besoin à satisfaire. Le collaborateur qui a peur, ça veut dire qu'il va avoir besoin d'être rassuré, d'être soutenu dans cette phase de changement. Celui qui est en colère, il va avoir besoin d'être entendu, d'être compris. Celui qui est joyeux, lui, on va le laisser partager, parce qu'après, on parlera de contagion émotionnelle. Plus il va partager, plus il peut amener aussi ses collègues à rentrer dans le processus de changement. On peut parfois avoir la tentation de vouloir apporter des solutions, mais avant toute proposition, c'est s'assurer d'avoir montré au collaborateur qu'on a bien compris sa problématique, c'est-à-dire aussi bien ses émotions que ses besoins. Pour que tout ça puisse se faire, on aura au préalable créé un climat de confiance. Donc, octroyer des temps qui permettent aux collaborateurs d'évacuer la frustration et pour éviter derrière la colère. Parfois, un manager peut avoir tendance à se couper de ses équipes parce que globalement, ses ressources sont allouées à des enjeux stratégiques, à du long terme et au détriment d'enjeux sociaux. Il faut aussi avoir la tentation de limiter le temps de réunion, qui peut être considéré comme une perte de temps. Mais on se rattrape en disant aux collaborateurs, ne t'inquiète pas, ma porte est toujours ouverte, je suis joignable, tu peux venir me voir, tu peux m'appeler. Pourtant, pour le collaborateur, ça peut être difficile de venir poser ses problèmes. Et si le manager prend trop de distance par rapport à son équipe, donc il va passer moins de temps avec ses collaborateurs, donc il risque de ne plus décrypter correctement les différents messages. Et là, on va rentrer dans un cercle vicieux parce que finalement, le manager passe moins de temps avec l'équipe, donc il est moins confronté aux ressentis, aux émotions, donc il est moins en capacité de décrypter, donc il peut avoir l'impression que tout va bien, donc comme tout va bien, mais il prend moins de temps avec son équipe. Et là, on vient alimenter un cercle vicieux. Donc, parfois, le risque, c'est quand on est sur un poste hiérarchique, d'être moins en contact avec les émotions des autres et donc de se priver de nombreux éléments qui vont nous permettre pourtant dans notre quotidien de manager d'avancer. Donc, la nécessité de rester toujours... d'essayer toujours de rester proche de ses collaborateurs pour pouvoir écouter ce qui se passe chez eux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la méthode OSBD en termes de communication non violente. On peut aussi, je trouve intéressant de vous présenter la méthode DESC de Bowser, qui peut servir pour apaiser les différends dans une équipe avec des collaborateurs ou pour échanger s'il y a eu une erreur. On va avoir un temps d'échange avec le collaborateur. On va retrouver un certain nombre d'éléments communs à OSBD, puisque au démarrage, on est toujours aussi sur la description des faits, objectivement, l'explication des conséquences aussi, quelle est la conséquence de ce qui s'est passé, des faits. Je remarque que vous n'avez pas envoyé le dossier
au service compta alors qu'on s'était mis d'accord sur le fait que ce soit fait ce matin, par exemple. Exprimer un ressenti, le je. Le je, parce que le tu, quand on va commencer avec un tu, on va rejeter la faute sur l'interlocuteur et on risque d'ajouter de l'huile sur le feu et de rendre la discussion plus tendue. Donc, à ce moment-là, si le collaborateur n'a pas envoyé le dossier au service comptabilité, je me sens énervée. C'est moi qui suis énervée, car ce dossier, il devait être transmis rapidement au service comptabilité. Spécifier la solution, et là, on va impliquer le collaborateur dans l'échange. C'est lui demander s'il a des solutions concrètes pour résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour? Si on amène la solution, le risque peut être qu'il se sente contraint, alors que si ça provient de lui, il va le réaliser probablement avec plus d'entrain. Bien évidemment, ça voudra dire qu'à un moment donné, il faudra jauger les différentes solutions envisagées et pourquoi pas demander au collaborateur s'il va avoir besoin de notre aide pour réaliser la tâche. Et derrière ça, il nous restera à conclure en reformulant les engagements. C'est quoi le contrat, quoi? Sur quoi on s'engage? On est d'accord sur moi je vais faire ça, toi tu vas faire ça. On peut bien évidemment mettre en avant ce qu'on a à gagner dans une situation. On est gagnant-gagnant. Moi, qu'est-ce que j'y gagne? Toi, qu'est-ce que tu y gagnes? Et puis, on peut aussi, dans certaines situations, faire appel à une personne extérieure. On peut être dans une équipe, dans une situation où il y a de fortes tensions, où on a besoin d'une personne extérieure pour nous aider à prendre du recul, prendre de la hauteur. Donc, ça peut être faire appel à un psychologue du travail, ça peut être faire appel à un coach, ça peut être faire appel à un préparateur mental qui va, à un moment donné, accompagner le manager ou l'équipe à prendre de la hauteur, à changer sa paire de lunettes, à voir les choses sous un angle différent. Dernier point maintenant, donc on a vu comment moi je développe mes compétences émotionnelles en tant que manager. On a vu comment on allait prendre en considération les émotions de nos collaborateurs. Maintenant, on va s'intéresser au management des émotions collectives. Se servir de la contagion émotionnelle dans les phases de transformation et de changement. Créer un environnement émotionnel positif. Le manager, s'il exprime ouvertement son optimisme, son enthousiasme sur le changement, la probabilité qu'il emmène son équipe avec lui est plus importante que s'il exprime de la peur ou de la colère. Une fois de plus, pour se servir de la contagion émotionnelle, on va favoriser l'écoute, on va favoriser l'empathie, un climat de confiance, de compréhension et encourager le soutien mutuel entre les membres de notre équipe. Reconnaître et utiliser les fondamentaux de la cohésion d'équipe. Et là, je vous parlerai de l'importance des souvenirs. Dans une équipe, les souvenirs en commun, c'est ce qui va permettre de créer des fils et de les entremêler entre les collaborateurs. Quand on a des souvenirs en commun, on crée une histoire commune. On peut avoir des collaborateurs qui vont échanger sur un dossier sur lequel ils ont travaillé plusieurs années en arrière, mais ils avaient mis de l'énergie, il y avait eu des émotions agréables ou désagréables au travers des échanges. Ça crée du lien. Donc, chaque fois qu'on va pouvoir faire vivre aux collaborateurs une émotion collective, c'est quelque chose qui nous permettra sur le long terme de faciliter les échanges. Ça, c'est la force de l'intelligence émotionnelle. Donc, concrètement, chaque fois qu'on va vouloir travailler la cohésion d'équipe, on va faire des temps, on va organiser des temps émotionnellement intéressants, forts. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire sauter tous ses collaborateurs à l'élastique. Hein. On peut vivre des émotions fortes autrement qu'avec des sensations fortes type saut à l'élastique. Mais voilà, chaque fois que l'équipe va vivre des moments, des événements qui vont leur permettre de se rapprocher, qui vont leur permettre aussi d'apprendre à mieux se connaître, on jouera sur l'émotionnel et on tissera du lien. C'est aussi laisser les émotions s'extérioriser. En réunion d'équipe, on peut prendre du temps pour discuter, pour vidanger les émotions, pour éviter la frustration. Pour ça, on peut utiliser par exemple le photolangage. Le photolangage, c'est des cartes avec
des photos, des images métaphoriques. Le photolangage, ça va faciliter l'expression des émotions, des ressentis, de la perception dans un groupe. Il est plus facile de parler de soi derrière une carte. Quelque part, on se protège un peu derrière l'image. Si par exemple, vous voulez savoir comment les membres de votre équipe se sont sentis dans un projet, vous venez de terminer un projet, comment vous vous êtes sentis, vous pouvez très bien leur demander de choisir une carte parmi des cartes que vous disposez sur une table et leur demander de choisir la carte, l'image qui va représenter leur ressenti personnel sur le projet terminé. Et dans ce cas-là, les participants vont avoir peut-être plus de facilité à s'exprimer à travers la carte qu'ils auront choisie, plutôt que, entre guillemets, avouer leur ressenti personnel dans le blanc des yeux de leurs collègues. Et parfois, l'image, elle va aider à délier les langues ou à rendre plus tangibles certaines émotions ou des ressentis, parce que parfois, ça peut être complexe, ça peut être confus, et le support image peut faciliter la verbalisation. Donc, on a, à travers ces différentes informations, on a exploré des stratégies pour développer nos compétences émotionnelles de manager. Donc, en apprenant à identifier nos émotions, en les comprenant, cherchant quel est le besoin qui s'exprime derrière, en les régulant, en exprimant ces émotions avec des méthodes comme celle de la communication non violente. On a également vu comment on pouvait prendre en compte les émotions de nos collaborateurs en développant notre empathie, en leur offrant l'opportunité de vidanger leurs émotions dans un climat de confiance. On a vu aussi le levier d'action qui est l'équipe, en parlant de contagion émotionnelle, en créant les liens forts avec les émotions. Donc voilà, j'ai essayé de vous partager au cours de cette présentation un certain nombre de points, on va dire, que vous pouvez intégrer dans la gestion émotionnelle dans votre management. Rappelez-vous que notre cerveau oublie malheureusement très très vite. Donc, bien évidemment, si à travers tous les échanges, enfin, toutes les informations que vous avez pu prendre aujourd'hui, s'il y a des choses qui vous parlent, s'il y a des choses qui vous semblent intéressantes à expérimenter, je ne peux que vous encourager à passer à l'action rapidement parce qu'on est aujourd'hui jeudi et vous voyez que déjà lundi, il y a un certain nombre d'éléments que vous aurez oubliés, ce qui est tout à fait normal. Donc, autant, voilà, quand on veut, si on veut entamer mettre en place des nouvelles manières de travailler, réfléchir à notre management, bah, autant le faire, voilà, le faire tout de suite, tant que tout est bien frais dans notre tête. J'ai beaucoup parlé. Donc, ce qui serait intéressant maintenant, c'est si vous avez des questions, et si vous avez aussi des partages d'expériences. Et je vais laisser peut-être Marie et Grégory gérer cette partie-là techniquement. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions, hormis une remarque de la personne qui est identifiée sous le nom de Citron sur le déséquilibre entre les émotions, entre guillemets, négatives et l'émotion positive. Oui, Marianne, peut-être que tu peux prendre la parole. Ça peut être intéressant que tu nous... Alors donc, juste pour votre info, Citron, c'est mon nom. Donc, on m'a demandé mon nom, donc j'ai mis mon nom. Non, en fait, c'est parce que le slide que tu présentais après l'histoire, ça reprenait donc 6 émotions, donc 4 qui étaient négatives, donc la peur, l'angoisse, je ne sais plus, enfin bref, et une positive qui était la joie et une neutre qui était la surprise. Et donc, je milite ardemment, comme je l'ai fait à le webinaire là, des femmes des territoires auxquels on a participé, enfin où tu as participé, c'est que un peu de positivisme dans ce monde plutôt que d'essayer de regarder tout ce qui est compliqué, difficile, etc. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil en me disant que c'était bien qu'on ait aussi des émotions positives sur ce slide. C'était un peu déséquilibré. Voilà ma remarque. Tout à fait, c'est vrai, mais merci pour la remarque, Marianne. Voilà. Sinon, le contenu, je le partage, j'essaye de le pratiquer. Et je pense que c'est de plus en plus un peu dans cet esprit-là aujourd'hui. Enfin, en tout cas, le management aujourd'hui est plus bienveillant et consensuel et collectif qu'il n'a pu l'être il y a 40 ans. Donc, bon. Oui, tout à fait. On est loin de Descartes quand même. Hein. Oui. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec des... après, c'est aussi l'expérience, c'est-à-dire
alors de jeunes ou moins jeunes, mais qui se retrouvent propulsés managers et qui ne sont pas obligatoirement accompagnés dans ce métier-là, avec des collaborateurs qui, eux, par contre, sont de plus en plus confrontés à des émotions et à des difficultés. Et voilà. Donc ensuite, c'est comment on gère ça au quotidien, quoi. Oui, je trouve que cette remarque est très pertinente parce qu'en effet, dans certaines entreprises, évoluer manager est une suite, on va dire, logique pour un collaborateur qui est depuis plusieurs années dans l'entreprise et parfois, on ne l'accompagne pas sur la prise de fonction en tant que manager et il y a certaines compétences à développer et ça nécessite un changement de posture. Oui, et puis on ne l'accompagne pas sur des volets émotionnels. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est surtout ça. Merci Marianne pour ce complément d'information. Une remarque de Pascal sur le team building avec des effets à peu près similaires en termes d'impact à celui de la mémoire, c'est-à-dire que les effets se dissipent rapidement. Ouais, tu peux compléter peut-être Pascal, je ne sais pas sinon. Oui, s'il est là. J'arrive. Non, oui, pour en avoir fait régulièrement du team building, enfin les fameuses cohésions d'équipe, pendant un week-end ou une journée, etc., on est tous les meilleurs amis du monde dans la société. À la fin, on se tape sur l'épaule, on a bu des coups ensemble, on a mangé des petits fours ensemble et on a fait plein d'activités fantastiques, de l'acrobranche et tout ça. Et généralement, au bout d'une semaine, au premier conflit entre services, là je parle, c'était du team building entre managers hein, à l'intérieur d'une entreprise, ça disparaît très vite, quoi. Voilà, donc souvent, enfin, ce que j'ai expérimenté là-dessus, c'est qu'on a l'impression que c'est souvent des gros budgets, parce qu'évidemment, les séminaires managers, on fait ça dans des beaux endroits avec des châteaux et tout ça, et que finalement, l'effet est assez réduit sur du long terme. Je pense qu'il vaut mieux fragmenter tout au long de l'année des rendez-vous réguliers, pas forcément avec un budget important, mais c'est la répétition et la fréquence qui va faire en sorte que cette cohésion d'équipe va se mettre en route, quoi. Voilà. Alors, ouais, merci Pascal pour ton intervention. Et en effet, tout à l'heure, quand je parlais de communication, je parlais de sincérité. Et parfois, en fait, il ne faut pas que le team building, ça soit la bonne conscience. On amène tout le monde un week-end faire du saut à l'élastique, manger des petits fours. Et puis qu'à côté, il n'y ait pas le climat de confiance ou qu'on ne laisse pas l'opportunité aux collaborateurs, en effet, de travailler aussi la cohésion sociale. La cohésion sociale se travaille toute l'année dans une équipe. Merci Pascal pour ce complément d'information. Une remarque de Karine, une question, comment faire avec les personnes qui sont dans une expression négative quasi permanente, dans une revendication qui pointe systématiquement ce qui ne fonctionne pas? Ben en effet, c'est une des difficultés. C'est comment, parce que derrière cette émotion, des gens qui vont être en permanence dans le négatif, c'est quel besoin n'est pas nourri, et c'est par l'expression, en cherchant à creuser et à trouver finalement, tout à l'heure je prenais l'exemple du changement, un collaborateur qui est dans la peur, qui ressent de la peur, c'est pas le même besoin que s'il ressent de la colère. Et je dirais que la première chose, c'est vraiment d'aller chercher, comprendre derrière quel est le besoin qui n'est pas nourri pour essayer d'y apporter une réponse. Est-ce que Karine veut compléter? Oui, ok. Et j'irais juste avant aussi, c'est tout à l'heure quand on parlait de contagion émotionnelle, c'est aussi veiller à ce que justement, quand on va avoir dans une équipe des gens qui vont être sur une émotion agréable, enfin un ressenti agréable comme la joie, à ce que ce soit eux qui contaminent l'équipe, parce que quand on parle de contagion émotionnelle, malheureusement, ça marche dans les deux sens, quoi. Le positif peut contaminer le négatif, mais le négatif peut aussi contaminer le positif. Une remarque de Patrick qui dit que c'est plus difficile de passer du mode chacal au mode girafe pour soi-même que vis-à-vis des... Oui, c'est vrai Patrick, on est souvent plus dur avec soi-même qu'on ne peut l'être avec l'entourage. Et que si on veut pouvoir communiquer
en mode girafe avec notre entourage, il faut déjà qu'on soit en mode girafe vis-à-vis de nous-mêmes. C'est vrai. Ouais, c'est un constat que je fais et ouais, je pense vraiment que c'est vers toi-même, tout ce que tu décris, c'est exactement ça. C'est plus compliqué de faire vite toi-même. Ouais. Je rebondis aussi sur la remarque qui a été faite tout à l'heure par Marianne et que tu as validé sur le fait, tu dis on n'avait plus à des cartes, certes. Ceci dit, moi, je constate quand même que dans le milieu de l'industrie, quand j'ai l'occasion de les rencontrer, je trouve que quand même, je trouve qu'on a perdu un petit peu quand même de cette prise en compte des émotions. Je trouve qu'il y a beaucoup de mal-être dans l'industrie encore, qui est en partie lié au fait que il y a beaucoup comment dire, d'exigences et de pression, et sans forcément tenir compte des émotions. J'ai encore eu un cas il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui voulait pas faire un déplacement loin parce que pour des raisons familiales, la personne, le manager a demandé à son N-1 de la licencier parce qu'elle avait refusé d'aller se déplacer parce qu'il y avait des contraintes familiales, quoi. Et c'est pas la première fois, quoi. C'est un exemple qu'on m'a remonté il n'y a pas longtemps. Mais... Voilà, donc, je suis d'accord avec les remarques que vous faisiez, hein, Marianne et toi, sur le fait que oui, il y a une amélioration dans les pieds des cartes, mais je trouve que ce discours que tu viens de présenter, Nathalie, faudrait qu'il soit entendu par beaucoup de managers. Voilà, c'est plus une remarque qu'autre chose, quoi. Merci Patrick pour ta remarque. Et oui, oui, je pense qu'il y a encore des... Alors peut-être que selon les secteurs professionnels aussi, il y a peut-être des évolutions plus ou moins rapides selon les secteurs, mais en effet, je ne suis pas sûre que la gestion émotionnelle soit encore dans toutes les entreprises et chez tous les managers. Une remarque de Nathalie qui a certainement rebondi sur certains échanges, qui plus soir en disant la relation se nourrit. Alors Magali, tu peux peut-être prendre la parole. Magali est experte en relations. C'est son... Oui, c'est ça. Je rebondissais par rapport à ce que tu as dit. Alors, je me vois un peu bizarre, hein. Je rebondissais par rapport à ce que tu as dit. Et effectivement, désolée pour le bruit ambiant. La relation, elle se nourrit obligatoirement. Et puis, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Patrick aussi. Effectivement aussi, c'est très compliqué de pouvoir passer en mode girafe pour soi-même. Ça implique énormément de choses. Et c'est clair qu'on ne peut pas être en mode girafe avec les autres si on n'est pas en minimum avec nous-mêmes. Et je profite aussi, Nathalie, de dire que c'était très instructif et très imagé. Et ça fait que ça impacte. Tu parlais de la mémoire. Et là, au niveau des émotions, ben, ça impacte les images et les comparaisons que tu as pu faire. En tout cas, moi, ça m'impacte. Merci Magali pour ton retour. Et enfin, une remarque alors d'une personne qui est intitulée sous le nom de Samsung, SM, etc. Beaucoup de similitudes avec ce que j'ai connu dans l'armée en tant que cadre. Donc Michel, c'est Michel. Ouais, c'est pas Samsung, c'est Michel. Oui, ça serait intéressant, Michel, parce qu'alors toi, oui. avec un parcours dans l'armée, je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, tu as certainement beaucoup à nous dire sur le sujet. Oui, mais je suis en phase avec beaucoup de points que tu as développés dans ton exposé. Hein. Dans l'armée, on est, je pense, capable de tirer le meilleur de nos subordonnés parce qu'on les écoute, parce qu'on sait susciter l'adhésion, parce que le jour J, on a besoin de tout le monde. Donc, je l'ai vécu et je sais que si on n'a pas une adhésion totale, on ne peut pas avoir 100% de résultats, hein, et c'est-à-dire en fait ramener tout le monde à la maison. Pour être clair. Maintenant, je vais basculer dans le monde de l'entreprise. Il est clair que dans le groupe dans lequel je suis, essaye de développer des outils, de team building dont on a parlé, etc. Mais finalement, c'est très ponctuel et en fait, il n'y a pas vraiment de plan d'action dans la durée. Les émotions sont gérées au cas par cas. Donc voilà, c'est le constat que je fais, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail et que dans les entreprises, on a besoin de ce genre d'intervention, je pense, pour faire en sorte que nos managers, hein, on a tous des managers, prennent bien en compte cet aspect émotionnel
Donc, moi, je sais que, par exemple, quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a 6 ans, N plus 1 me demandait souvent des conseils dans le cadre du management parce que jeune manager, pas forcément formé pour gérer des équipes d'une centaine de personnes, il y avait de grosses difficultés. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Michel, pour ce complément d'information. Il n'y a plus de questions. Ben écoutez, alors s'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous pour ce moment. Moi, je vais vous partager mon émotion. Et émotion joyeuse pour Marianne. Alors là, j'envoie de la joie en version XXL parce que c'était une première. Et voilà, je suis très contente de la qualité des échanges. J'espère vraiment que vous avez aussi passé un bon moment. Et je compte sur la contagion émotionnelle. J'espère vous envoyer de ma joie à l'instant présent pour retourner vaquer à vos occupations de l'après-midi. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et puis, c'était le premier webinaire, mais j'espère bien que ce ne sera pas le dernier. Merci Nathalie, bravo. Merci beaucoup. Merci à toi Nathalie. Bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Et Nathalie, tu peux nous envoyer aussi des bulles. Oui, je peux vous envoyer des bulles. Prochain webinaire, c'est fond d'écran champagne. Ah. J'en ai on verra. On peut aussi avoir les effluves du champagne, le goût du champagne en même temps. Parce que... Oui, on peut faire, alors la prochaine fois, on fera de la visualisation.